Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast L'Album. Bienvenue en fait au le premier épisode de la série spéciale WD40 pour le 30e anniversaire. Puis on va se concentrer sur la discographie du groupe, la discographie entière. On va passer album par album, chanson par chanson, dans l'ordre. C'est ça, l'objectif, c'est ça, c'est de passer à travers la discographie en compagnie d'Alex et Étienne. Puis le but, c'est d'improviser des discussions, remettre en contexte, voir le travail derrière les albums. Moi, c'est ça qui nous intéresse. Avant de commencer, mon nom, c'est Hugo Lachance. Je m'occupe de gérer puis d'animer ce podcast-là. Je ne suis pas animateur. C'est la première fois que je fais un podcast. C'est la première fois aussi que je fais un podcast. Donc, je suis un petit peu nerveux. Je sais que vous allez être indulgents, qu'on va prendre le rythme avec le temps. Je me déprécie pas. Je mets en contexte. Donc, ceux qui me connaissent, je suis batteur de formation depuis 15 ans avec WD40. Hey, je me permets de faire ce podcast-là parce que je considère que WD40, c'est un band qui est culte dans l'univers de l'underground québécois. Puis ça vaut la peine aussi de faire ça. Pour ce premier épisode, on va se concentrer sur le mini-album, le EP qui s'appelle Hors série, paru en 96. Puis vu que c'est un album qui est un petit peu plus court, on va pouvoir se concentrer sur la petite histoire du band. Avant de vous présenter mes invités convenablement, je vous invite à écouter l'épisode sur vos plateformes de podcast favorites, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Tous les liens vont se trouver dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi nous suivre en cherchant l'album podcast sur Facebook, Instagram, puis même TikTok. Je ne sais pas comment ça marche, mais je vais l'apprendre. Pour vous tenir informé évidemment de l'apparition des nouveaux épisodes, puis avoir aussi laissé des commentaires, super important. Si vous appréciez, évidemment, laissez des commentaires. Remplissez ça d'étoiles sur Apple Podcast, par exemple. Allez liker. Vous savez comment ça marche. Voilà, je pense que pour l'intro, c'est pas mal ça. La glace est cassée. Et je peux vous présenter convenablement. Je suis en compagnie d'Alex Jones. Bonjour. Et Étienne Carrier. Bonjour. Respectivement, bassiste, Bonjour. chanteur, Bonjour. parolier et guitariste du groupe WD40. Bienvenue les gars au podcast. Merci. On voit que le podcast est fait en segments pour essayer de dynamiser tout ça. On va commencer par le premier qui s'appelle bien évidemment la présentation de l'artiste. Alors, pour nous aider à raconter l'histoire du groupe, j'ai pris des extraits de notre page Wikipédia. Je vais vous les lire, puis on en discute. C'est bon? D'accord. OK. Alex Jones, né Oui. Alexandre Carrier, et son frère Étienne Carrier arrivent à Montréal en provenance de Chicoutimi, leur ville natale, en 1992. Ben, pour lui, oui. Pas pour moi, par exemple. Moi, je suis arrivé en 94. 94. Puis Alex, En 91. 91. Bon. OK. Ensuite, une fois à Montréal, Alex fonde des groupes 84, 78 et Raymond Sauvage qui, selon toi, je te cite, ont floppé toutes les deux. Ben, comment changer une formule gagnante? En floppant? Ouais, parce que pour le reste, tout s'est pas mal bien passé, par exemple. Oui, ben écoute, j'étais parti pour faire 84-78. C'était à notre adresse. Écoute, c'est un bel. On a fait un démo, ça n'a pas donné C'est grand-chose. Non, 84-78, c'était Saint-Denis. Saint-Denis, excuse-moi. OK. WD40 est formé en 93 d'Alex Jones à la base, Hugo Potvin à la voix, Feu Bertrand Boisvert à la guitare et le premier démo éponyme en 93. D'où vient le nom WD40? C'est parce que c'est un lubrifiant paradoxal qui se trouve à lubrifier et abrasier à la fois. Abrasifié. Ben, ça fit, hein? C'est tout. C'est un lubrifiant abrasif, c'est ça que je trouvais formidable au niveau du paradoxe du produit. Et puis, vu que mon père travaillait chez Canadian Tire, que j'ai souvent rencontré des canettes, puis j'ai toujours trouvé la canette très belle au niveau du logo. Mais j'ai su par la suite que ça voulait dire Water Displacement 40, là, ben la 40e recette de displacement de la water. Donc, c'est supposé faire le vélo. OK. Ben, en tout cas, le vélo.
C'est pour déplacer les molécules d'eau. En fait, c'était ça la base. C'était pour quelque chose qui allait enlever l'humidité dans les pièces, soit rouillées. Je savais même pas. Mais c'est Water Displacement. En tout cas, l'analogie... Ça vient de Californie, en tout cas. L'analogie est bonne pour le band, par exemple. Je trouve, là. Oui, abrasif et lubrifié. On a tout enlevé l'eau. On a tout enlevé, on a asséché complètement. OK, un autre extrait de En fait, c'est exactement la même formule que la Molson Dry. Ben, pourquoi pas? Un autre extrait de Wikipédia. Étienne Carrier rejoint son frère, parce que vous êtes des frères. Et le groupe sort son premier démo indépendant, Le Calvaire d'un cowboy, en 1994, suivi de Né pour être sauvage en 1995. Les deux en format cassette. C'est bien ça? Oui, exactement. Ça a l'air que c'est vraiment tendance, les cassettes, ça revient. Oui, c'est vrai. Mais t'as un peu, mais Calvaire d'un cowboy. Parle dans ton micro, mon beau Étienne. Bertrand, il jouait sur le Calvaire d'un cowboy. Oui, Bertrand, il a joué sur le Calvaire d'un cowboy. C'est ça. Après, il était parti pour l'autre, mais... Ça a été puis c'était le drummer, d'ailleurs, de General Fool, qui jouait le drum. Sébastien Peuzeau. C'est lui qui a fait le Calvaire d'un cowboy? Oui, monsieur. Ah oui? C'était pas l'anglophone, là, que Tim, ou quelque chose de même? Pas du tout. Ah, OK. C'était le drummer de General Fool, Sébastien Peuzeau, dit Trash. Trash. Ouais, tout Ah à ouais, fait. Je ok, m'en ok. rappelle. Qui jouait la batterie sur le Calvaire d'un cowboy. Bon, ben, c'est parfait. C'était un ça. démo qu'on pliait. Hein? On pliait toutes les pochettes. On faisait tout ça nous autres même. Puis le soir, je partais. Ben, le soir, à un moment donné, là, je partais avec des tas de feuilles que je coupais, là, de carton, puis que je pliais avec une règle partout où est-ce qu'il y avait de l'assurage. Là. Ouais, je pense j'ai fait ça aussi avec le premier démo de Critical Mass au Saguenay. Je devais avoir 16 ans. Dessiner les pochettes, les faire photocopier, les plier. Oui, effectivement. Julien Livernois, à la batterie, se joint à la formation et vous lancez Hors Série, un premier EP en 96 à la suite d'une session d'enregistrement remportée lors du festival Polywog. C'est vrai. C'est à quel âge? 96? Ben, moi, c'est des dates que j'ai... Non, c'est qui sont 96, je pense. Ouais. Le Hors-série est sorti en 96. Ouais. Ouais, mais ça a été enregistré avant ça, 95, je pense, hein? ça me semble. Ben, peu importe. Peu importe. Ben, Mais ça commence à dater quand même, là. Ben oui, Ouais. ça fait longtemps. Ça fait au moins 10 ans, là. De quoi? Hey, écoute, 30e anniversaire. Est-ce que Crampe en masse, on va en reparler au prochain épisode, mais c'est le 25e cette année. Hey, ça nous rajeunit pas, hein? Hey, écoute, hein? En octobre 97, sortie du split Soudain les monstres avec WD-40, Caféine et les Bodums et les GGG. Oui. Ça, c'est un projet qu'Alex voulait faire. Là. Moi, je n'avais pas vraiment d'intérêt, mais ça a fait ça. Il n'y avait pas d'intérêt. Ben, c'était pas intéressant comme Ah ouais, truc. pas d'intérêt. Mais nos tunes n'étaient même pas bonnes. Quoi? Puis, tu sais, bon. C'est en fait, les tonnes n'étaient même pas bonnes. Ça a comme été une pré-production pour Crampe en masse. Ah, c'est une pré-production pour Ben oui. Il y avait combien de tonnes là-dessus? Je sais, je l'ai à quelque On part, a mais... fait, je sais pas comment est-ce qu'on a fait pour splitter ça en trois bands parce qu'il y avait juste deux faces. Ah, ben, il y en a un qui était ses deux faces. Je sais pas comment est-ce qu'on a réussi à faire ça. Ouais, je sais pas non plus. Mais je me rappelle, j'avais bien aimé la pochette. Mais C'était pas ta face avec celle-là de Xavier. Je pense que Je me oui. souviens plus. Là. mais je sais que Hugo Potvin, là, il a réussi à avoir du financement d'un projet jeune volontaire à Chicoutimi. Il avait été encouragé par... comment il s'appelait le Monseigneur dans ce temps-là? Là? Monseigneur Couture. Jean- Il avait Couture. rencontré Monseigneur Couture. Je ne sais pas comment ils ont Ça, réagi. c'est-tu vrai ou C'est une vrai. légende Non, c'est urbaine? vrai, c'est vrai de vrai, là. OK, il avait reçu de l'argent pour faire ça. Oui. OK. Oui, il y avait eu de l'argent pour faire ça. Je ne sais pas comment ils ont réagi quand ils ont vu la cassette. Là, mais... Ça a l'air qu'il écoute encore, Monseigneur Couture. Ça roule. Ça roule 24 heures dans son tape. Ben là, ça, c'était pour la petite histoire Wikipédia. On va passer au segment présentation de l'album. Hein, c'est le segment où on présente l'album et où on le remet en contexte. Parce que là, c'est important aussi de se placer. On est en 95, 96 à peu près. Fait que le titre, c'est Hors série. On est où, là? Là, Hors série, le gros. là, en ce moment, on est à Saint-Hubert. On est Dans à un endroit sans Saint-Hubert. chauffage. Ouais. C'est pour ça que Jean-Loup a frette en ce moment. On est dans l'entrepôt à Alex, à Saint-Hubert. Un endroit magnifique pour ceux qui ont le visuel. Là. Un endroit magnifique. Tout ton entrepôt avec un paquet de cochonneries. Parce que là, tu travailles en cinéma maintenant. Là. Moi, je suis directeur artistique. Ouh. Bon, on continue, on s'égare pas. OK, donc, c'est en 96. Le label, c'est Production Chrysanthème.
C'est qui, ça? Comment il s'appelait? Donc, j'ai oublié son nom. 2 minutes, toi. Ben non, ça a été... Je comprends pas ce que tu veux dire. Ben, parce que moi, j'ai pris les renseignements qui étaient sur la Non, pochette. mais c'est vrai. C'est vrai. C'est dur à... Ça, là, Non, c'est parce qu'il y a eu 2 éditions. C'est pas compliqué, là. Ah ouais? Hors série, là, ça avait été... Je m'en rappelle plus, Chris. Non, mais c'est parce que c'était un prix du Polywog. On a eu ça, mais à l'époque, on était en production avec Stéphane Toupin, qui était les productions Chrysanthème, effectivement. Fait que c'est possible qu'on faisait partie des productions Chrysanthème. moi, je pense que c'est ça. OK. Les chrysanthèmes, c'est une sorte de fleur, ça. Il y a comme une espèce de jeu de mots là-dedans. Là, chrysanthème. Ah, moi, les jeux de mots, je suis pas antennes. capable. Ah, moi non plus, j'aime pas bien ça. Il y a un jeu de mots là-dedans. Ah oui, non, quand ben tu non. lis, c'est chrysanthème. Ah non, faites-en pas. Il n'y a pas de jeu de mots. Là. Ouais, en tout cas. Optique Beauregard. mais tu dis qu'il y aurait eu 2 éditions. Moi, cette affaire-là, je sais pas Mais oui, trop, c'est parce là. qu'à un moment donné, moi, j'ai fait... Ce qui est arrivé, là, c'est qu'on avait tellement vendu de cassettes, nos démos, là, que c'est là que j'ai rencontré Rick Dexter. Moi, j'aime le nom. Ça fait C'est C'est faux. ce que bien, j'aime, hein? c'est ce que j'ai toujours aimé de Rick Dexter, c'est que il paraissait toujours bien dans une conversation. Rick Dexter. Ouais, je suis allé rencontrer Rick Dexter. Fait que, donc, Rick Dexter. Ça sonne Bob Rock un peu, Rick Dexter. Ouais, c'est donc... C'est comme James DiSalvio. c'est Ça vrai sonne qu'il- bien, tu Il sais. sonne bien, hein? Ouais. On a envie de le connaître. Donc, Rick Dexter m'avait approché parce qu'il trouvait qu'on avait tellement vendu de démos que là, il voulait qu'on passe à la classe supérieure, c'est-à-dire le CD. Dans ce temps-là, c'était cool de faire des CD. Puis là, ce qui arrivait, c'est qu'on avait gagné le Polywog. En fait, on avait fini 2e. Là. Mais on avait dû imprimer 1000 pochettes. Mais on avait uniquement 350 albums. Ça, je m'en rappelle. Parce qu'il n'y avait pas le choix, c'était un minimum, parce qu'il imprimait des pochettes. Fait qu'il nous restait 750 pochettes, pas de disques. Ça se fait encore d'ailleurs. Ben, tout récemment. Là. Mais sûrement. Ça fait que j'étais allé voir Rick Dexter. Je disais, écoute, Rick Dexter. Fait que j'ai dit, j'ai 750 albums. Puis là, lui, il partait à sa nouvelle compagnie de distribution qui s'appelait Ozone. Mais regarde, on a 750 copies. Fait que j'ai dit, on a splitté ça en 2. Je sais pas comment j'ai fait parce que 750, ça se divise pas par 2. Ouais. Des gros problèmes. Non, mais cette copie-là, je l'ai encore à la maison. Celle-là. C'est la même copie que le démo. là. C'est split en 2. J'ai dit, tu me donnes ma part, t'sais. Puis toi, tu t'occupes, tu fais ce que tu veux avec le reste et tu le distribues. Puis là, il m'a regardé et a fait oh, deal. Parce que là, il a dit qu'il n'avait jamais vu un contrat aussi simple. Fait qu'on a fait ça pour hors série et Crampe en masse. Ça avait été, c'était les plus beaux contrats de toute ma vie d'ailleurs. Puis est-ce que tu t'es rendu à 1000 copies de CD? Bon, oui, parce qu'on a refait une autre édition Ah oui, après. ok. Je pense que quand j'étais avec Local Distribution, on avait réimprimé des hors-séries. Ah ouais, OK. Fait qu'il y a eu plusieurs éditions. Ouais, ça veut dire qu'en tout et partout, on a peut-être vendu 2000. Non, mais c'est quand même pas mal. C'est fou, là, mais des réalisation. CD 2000, c'est beaucoup au Québec. Ah oui, c'est beaucoup. là. C'est triste Non, de c'est- dire ça. C'est clair qu'on en a vendu au moins 2000 parce qu'il y a eu deux ou trois pressages. Fait que c'est 2 à 3000 qu'il y a eu de hors-série. Réalisation. Marc-André Thibert. Hors série aussi? Ben oui. Il Oui, travaillait il avec venait- Martine oui. Prévost. Oui, c'est vrai. C'est qui ça, Marc-André Thibert? Marc-André Thibert, c'était le guitariste de Vincent Pic. De Oui, Groovy. mais de Groovy Arvark. Ok, c'est ça. C'était très sympathique, Ok. un très bon gars d'ailleurs. Il nous avait enregistré hors série. On avait fait ça. Où est-ce qu'on a enregistré ça? C'était-tu au studio Plante Verte aussi? Ben, M'en moi, dans souviens. mes notes, c'est Studio Piccolo. Il va nous le dire. Ah oui, oui. c'est vrai, Studio Piccolo. C'est un gros studio, Ouais, on c'était était un beau impressionnés. studio. Ah ouais, on était là. C'était Ah ouais, c'est super vraiment- bon. c'est un studio professionnel, là, c'est la grosse C'était- affaire. là, C'était vraiment le fun. Puis on avait bien aimé Marc-André parce qu'il a fait Crampe en masse après avec nous autres. OK. Période d'enregistrement, ça, je ne l'ai pas dans mes notes, mais il est sorti en 96, puis vous avez commencé à enregistrer ça en 95? À peu près? Je pense que ça a pris 2 ans. hein. À Il l'entendre, y a on dirait 6 pas. hein. tonnes, hein, c'est ça? Il y a six dessus. tonnes ouais. Il y a 6 Moi, tonnes. moi, je pense, si je me rappelle bien, là, c'était 4 jours de studio Piccolo. Puis là, vu que nous autres, on était vraiment... tu sais, on avait pratiqué, surpratiqué. On est arrivé, puis paf! Prochaine question. Non, mais je pense qu'on était supposé faire 3 tonnes pour on en a fait 6. Je pense que C'est c'était exactement surtout ça, qui parce est arrivé. qu'on avait du temps. Eux Ouais. autres, ils se disaient qu'on faisait une tonne par jour. Mais nous autres, vu qu'on était des machines de guerre, 6 tonnes. Oh!
C'est surtout parce que c'était pas tellement compliqué. C'est encore de même que tu Ben, composes, mais je veux dire... si on écoute comme il faut, là, il y avait quand même des petites touches électro. Ah, j'ai remarqué ça. Ça s'en vient d'ailleurs. Les gars, sais on pas. est en 95. On est où, là? 96, on est à Saint-Hubert. Ouais. On est en 2023. Sérieux? Vous étiez en Je pensais qu'on était en 95. Là. Tu ne m'aides pas dans ma mise en contexte. On retourne en 95. Ah, on est en 95. Ma oui. question, les gars, quel est le contexte d'écriture de cet album? Comment a-t-il vu le jour? Ben écoute, c'est la genèse de WD40. Ben, c'était les démos. En fait. Ben oui, mais c'est ça. On mettait nos démos sur CD. Oui, en gros, c'était ça. Mais tu sais, parce que dans ce temps-là, on faisait que ça. On travaillait, puis on avait... Ça coûtait rien avoir un local de pratique dans ce temps-là. On avait un local de pratique. C'est où qu'on était, donc? On a eu tellement. On a eu plusieurs. Puis on pratiquait 1 à 2 fois par semaine. Ben, je dis ça. Peut-être moins. Puis on était très, très, très prolifiques. On faisait tout on vivait que pour ça, que pour faire de la musique, que pour jouer, que pour enregistrer. On voulait tellement, câlisse, on faisait que ça. Ouais, là, c'est vraiment l'esprit de jeunesse. Vous aviez quel âge? Ben là, je sais Environ? plus, là, si j'avais 21, Ouais. 22 ans. Ouais, c'est ça, hein, vous étiez quand même Ben, moi, relativement jeune. J'étais plus petit, là. Ben oui, Moi, j'avais On travaillait toute la 17, journée à la 18. shop. c'était le jeune Jean-Loup à l'époque. Ah, Ouais, il était assez beau. Fait que dans le fond, hors série, c'est la somme de vos Ok, démos. J'avais 19 ans, excusez. Ouais, bon, quand même. Mais donc, le hors série, c'est la somme de vos démos, en gros. Exactement. Parfait. C'est souvent ça, hein? Puis, Oui, surtout pour le premier. le premier. Après, bon. Puis, question de comment vous écrivez une tune à cette époque-là? Comment ça marchait? Ben, c'était moi qui faisais beaucoup la base, là, puis qu'Étienne complétait par la suite. C'était assez basique, là. Moi, je faisais les paroles. J'arrivais avec un squelette de musique, là, de base, puis Étienne faisait les arrangements par-dessus. Ça a pas mal toujours été ça. Tu sais, moi, je me considère comme étant un peu comme Harrison Ford, tu sais. Pareil. Parce qu'Harrison Ford, on sait qu'il était menuisier, tu sais. OK, oui, effectivement. Ces c'est vrai. plateaux aussi. Hey, il y a vraiment un parallèle à faire, là. Harrison Ford avec Il était Jones. quand même beau bonhomme. Hein. Puis c'est que moi, dans le fond, moi, je suis comme un peu, on va dire, un genre de menuisier, tu sais. Je fais comme la base. En fait, un charpentier. Je serais plus charpentier. Moi, Ça a plus d'allure. moi je suis un charpentier musical. C'est que je fais la charpente, puis j'aime beaucoup les squelettes. C'est Le vrai. problème, c'est qu'avec les années, c'est tout le temps même charpente, mais ça, c'est une autre affaire. Bon, mais écoute, pourquoi changer de recette gagnante? Hein? C'est un modèle Mais, efficace. Des bungalows, il y en a en c'est- masse. Non, mais en gros, c'était ça. Puis je m'inspirais. Ça a toujours été Je voulais aller dans la simplicité de dire le plus de choses possible avec le moins de mots possible. Tu sais, moi, en fait, c'est de la poésie simple et brute. Puis je sais pas pourquoi, mais j'étais bon là-dedans. Tu sais, c'est la seule même chose temps, que j'ai Mais, fait. mais c'est toi qui apportais, au départ, c'est toi qui apportais plus les compositions qu'Étienne. C'est un peu ça? Ben oui. Ben, les textes, toujours lui, là. Mais musicalement. Musicalement, là, moi, j'avais composé Né pour être sauvage au complet, là, mais j'en ai composé des chansons plus tard, dans les albums plus tard, là, mettons. Ouais, c'est ça. C'est arrivé après. J'en faisais, là, mais je faisais tous les réarrangements parce que, bon, Alex a fait la même tune pendant 30 ans, mais c'est que là, moi, je faisais comme si c'était d'autres choses un peu, tu sais. Ben, c'est parfait. Ouais, De toute façon, on va se diriger vers ça. Avant, comment avez-vous abordé le visuel de l'album? Il est un peu mon laid, sa Dieu. pochette. C'est là, là, en tabarnak. Mais Mais, c'est une affaire faite sur l'ordinateur mais là, mais vidéo. Oui, c'était ça c'était fait, Catherine La Liberté qui venait juste de commencer à avoir. Écoute, on est au balbutiement de Photoshop, là. Ben oui. Puis elle avait un ordinateur, puis écoute, c'est pas compliqué. Elle faisait des captures d'écran pixelisées. Écoute, les pixels étaient gros comme ma graine, ça n'avait pas d'allure. C'était tu sais, C'est vrai, on voyait. c'était tellement gros, là. Fait que, elle te faisait ça, toi, c'était vraiment. Tu sais, on trouvait ça super beau, là. C'était pas compliqué. Pour moi, c'était. Wow! Hey, le rond, il est rond. Tu sais, nous autres, on était habitués de faire ça à Non, la mais main. c'était pas si mal. Je l'ai regardé, c'était pas si mal. Il y avait une phrase dessus. C'était quoi? Le premier démo, fait que c'était 6 succès souvenirs, c'était ça? Ouais. Ouais, bon, C'est pas pire, ça. j'étais déjà dans la nostalgie. Ben, c'est important, hein, c'est ça qui nous tient. Puis moi, ce que j'aimais aussi, c'était appeler ça hors-série, parce que pour moi, hors-série, ça me rappelait les films que j'écoutais à Radio-Canada quand j'étais petit. Puis à un moment donné, ça s'appelait hors-série.
Je comprenais pas pourquoi. Je ne savais pas c'était quoi la série. Ouais, c'est vrai, ça. C'est que c'était comme quand il y avait des films qui sortaient de nulle part, là, je sais pas. Fait que c'était hors série. Puis là, C'était genre des films de répertoire un peu? Ou Genre. c'était des... OK. Moi, j'écoute juste des films avec Bud Spencer dans ces années-là. Ben oui, ça c'est clair. c'est comme quand tu arrivais dans au les clubs cinéma de vidéo. 17h à genre, au Saguenay. Comme quand tu Genre arrivais Caire. dans un club vidéo dans l'ancien temps, là, puis c'était marqué section films étrangers, Ouais. puis les films québécois étaient dans les étrangers. Là. J'ai toujours aimé ça. Ben oui. On est tous un peu étrangers là-dedans. Hey, on va passer à la rubrique Ils ont dit. Ça, c'est une rubrique qui va revenir souvent dans le podcast. En fait, c'est des traces qu'on retrouve, mettons, dans les médias, les critiques. Puis j'en lis des extraits, vous les commentez. Mais pour hors-série, il n'y en a pas. J'en ai pas trouvé. Tabarnak, il était où? Ben, Il écoute, n'y a j'ai pas fouillé, de j'ai critique fouillé. de hors-série. Ben moi, j'ai rien trouvé en tout cas. Pour Cramp en masse, j'ai même trouvé une critique. En fait, c'est une annonce de spectacle dans le Progrès dimanche en 2001. En tout cas, alors, plus vieux que ça, on va y revenir. Je vais aller dans mes notes, mais j'ai rien trouvé. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un sondage sur nos réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont répondu, puis j'en ai quelques extraits. J'ai posé la question, comment avez-vous découvert cet album? Donc, il y a Philip Reed qui dit « Toss-toi donc dans le chemin » est la première chanson que j'ai écoutée. Par après, l'album Cramp en masse constitue des succès après succès. Aux frontières de l'asphalte est un chef-d'œuvre aussi. Bref, tout pour le rock en majuscule, avec du diesel sur le prélat. Ben, c'est bon, ça. Lui est écrit parce que évidemment, c'est avec ça qu'il y a beaucoup de monde qui vous ont découvert. Puis après ça, c'est un album qui a mené aussi à Cramp en masse, qui a commencé à solidifier construire votre base de fans. Il y a Benoît Poirier, je pense que c'est monsieur CISM. Il dit moi, je vous ai connu via la compile Québec en marge, volume 1, sur laquelle il y avait Tu me donnes le goût d'être méchant. Ce commentaire-là, il y en a un autre qui suit, qui est un peu la même chose. On va en reparler après. L'autre commentaire, c'est de Dominique The Rock Desrochers. Il dit « À l'oblique, j'avais acheté la compile Sauvage québécois en concert et depuis, j'achète tout ce que je trouve de WD-40. Tout pour le rock. J'adore cet album. 6 classiques. » Ces deux commentaires-là parlent de compile. À l'époque, c'était cool parce qu'il y avait quand même beaucoup de compilations. Puis là-dessus, on parle de Sauvage québécois, c'est je connais pas ça. Mais Québec en marge, volume 1, ça me dit quelque chose. Moi, je me rappelle de Sauvage québécois plus que Québec en marge. Je me rappelle que le Sauvage québécois était descendu jouer à Québec en autobus jaune. Tout le monde, on arrêtait pour pisser toutes les 5 minutes. C'était tellement... Il y avait... Ah, c'était... Comment il s'appelait le petit gars qui avait organisé ça, là? Il y avait Ramon de Vitesse, puis Je me l'autre, rappelle de c'était... Ramon Vitesse. Voyons, Charles. Il s'appelle Charles. Il fait encore des compiles à cette heure. C'est lui qui fait le festival Oi, là. Ah oui. Il y avait un magasin de disques à un moment donné? Ça se lui? peut. En tout cas, bref. Il y avait une émission CISM aussi. Non, c'est Charles quoi? Voyons, j'ai un blanc, je me rappelle plus. Mais En tout cas, au moins, tu connais juste son nom. S'il se c'est déjà reconnaît, qu'il nous écrive, on en parlera. c'est lui qui fait le festival Oi. Ben, bon. C'est bien correct, mais là, on n'est pas là. Oi, sait pas. oi. Mais Ok, ça pour c'est dire bon. que vous aviez quand même... À l'époque, c'est ça. Il y avait des compiles qui faisaient voyager ben des bands. Je pense à Kitchen Squat aussi. C'est là que moi, j'ai découvert Groovy Aardvark. Quand je restais ici à Saint-Hubert, on était à la Maison des Jeunes. Puis on est tombé sur la compilation Kitchen Squat. Puis ça fait découvrir beaucoup de bands locaux. Puis Ça, c'est quoi? Je connais pas ça. C'est une compilation du Kitchen même Squat, genre? c'est une compilation qui était... Je me souviens pas c'est quoi l'histoire, mais je sais qu'il y avait Groovy Aardvark là-dessus, il y avait Easy Eager, il y avait plein de bands trippants. C'était avec Jules. Ouais, exact. Ah, tu sais. ouais. Il y avait... mais il y a quand même là-dessus, il y a une couple de bands qui ont survécu. Je pense qu'il y avait Possession Simple aussi. Comme un cave, System. Bref. Fait que c'est ça. Fait que vous autres, vous avez été sur plusieurs compilations. Oui. Oui, mais c'était comme la mode un peu dans ces années-là. Ben, On c'est- faisait c'est- beaucoup de compilations ou de live. On avait un J-Loss Rock, il me semble. Tu sais, on avait une couple de même. Là. Ben, c'est comme un véhicule avant. C'est le véhicule. C'était ça, privilégié, Sauvage hein. québécois. On avait joué au C'était au J-Loss J-Loss Rock. Rock, On hein? avait Ouais. joué à Québec. Ben oui, tout à fait, pour être connu, parce que oui, je suis d'accord. Dans ce temps-là, c'était la façon. Ben, ça, c'était c'est le une meilleur des façons de véhicule faire. pour transporter des bandes de toute façon. Tout à fait. Non, le meilleur véhicule transportait des bennes, c'est l'école de l'air. Les 350. Bien joué, man. Il y a... Puis je vais replacer mon affaire, je gèle des jambes. Ah, il fait frais dans ton entrepôt. hein. Ouais, man, tu sais. J'avoue, là, j'ai comme les petites mains blanches. Danny Bergeron,
si mes souvenirs sont bons, c'est au Polywog à Jonquière que j'ai découvert WD-40. Polywog, ça a été bien important pour vous autres. Ben oui, c'était le fun comme festival, tu sais, dans le temps que le monde y écoutait de la bonne musique, tu sais. Ben là, on a joué avec Voivode aussi, on a Ah, vu mais c'est Piggy, le fun, tu sais, je ça veux dire, avait été, c'est quand la même tournée épique. Polywog, on l'a fait 2 fois. On l'a fait quand on a fini le concours, là. En fait, on l'a refait en 99. On jouait avec Massisteria. Je me rappelle de Massisteria. Il y en a plusieurs qui, dans les commentaires qui mentionnent Massisteria aussi. Mais je pense qu'on était bons ce fois-là. Ah, on était bon avec Chris, je me rappelle. C'était malade. Il y a... Voyons, je vais ouvrir mon téléphone un jour. Il y a Nicolas Tivierge aussi qui avait dit, je sais plus bien, mais je peux dire que si on pourrait nommer 6 tunes qui représentent le vrai WD-40, parce que maintenant, c'est plus du vrai WD-40. Mais non. Ce qui m'a fait accrocher, c'est sans doute les 6 succès souvenirs à jamais pour toujours. Mais c'est vrai que c'est devenu quand même 6 tunes classiques. Hein. Jamais pour toujours, on l'a jamais rejoué parce que c'était long, elle était plate un peu avec le Ouais, temps. je sais. Puis finalement, ça me tente pas d'avoir de la moto. On n'a pas de moto. J'ai pas de moto. On va en reparler de toute façon. Il y a bien des affaires. On a du pain sur la planche. Il faut reparler de bien des patentes. Mais dernier commentaire que j'aime bien aussi de Christian Allard. Comment vous avez découvert cet album? Il dit à force de fréquenter des individus louches. Je pense que ça arrive souvent aussi dans WD-40, fréquentation d'individus louches. Tu parles par rapport à ceux qui nous signaient, les compagnies de disques? Oh, ça c'est une autre histoire. On en reparlera plus tard de la encore saga, une autre affaire à reparler plus tard. Ah non, mais écoute, on va faire album par album. Mais... Il y en a une saga, on va en parler de ça. C'est sûr que, tu sais, nous autres, on savait pas vivre. C'est pas compliqué. On arrivait de... On savait pas vivre, mais on voulait vivre, par exemple. On voulait vivre. Mais tu sais, on avait tu sais, quand même, quand on a été signé, là, on en reparlera justement plus tard, là, Ben oui. On savait pas vivre, pour vrai. On savait pas comment. On était complètement sauvages. Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est ça que je veux savoir aussi. C'est intéressant, puis non en même temps, parce qu'on a perdu tellement d'opportunités de même, mais on était complètement mongols. Ouais, mais c'est vous autres aussi, WD-40. On était mongols. Moi, je m'engueulais tout le temps. On chicanait ensemble. Après, parce que nous autres, là, on voulait vraiment être les tops. C'était comme une maladie chez nous. Quand on trouvait qu'une compagnie était pas assez... on les engueulait. On était fous raides. On a tout perdu d'ailleurs, là, mais on était complètement mongols. C'était vraiment notre raison de vivre. Ouais, mais c'est quoi? C'était de l'intégrité ou ben non? C'est juste parce que vous étiez. On ne savait pas vivre. Je sais pas quoi dire de plus. Peut-être notre enfance. Je sais pas. Je veux pas aller là, mais. On manquait de direction. C'est qu'il y a personne. On était ingérable. Vous étiez sauvage. On était ça à la brosse aussi. Puis tu sais, c'était rendu. En tout cas, on était vraiment mongols. Pour vrai, là, avec le recul, là. Oui, ça c'est vrai. Ouais, mais ça a formé, ça a donné qui vous êtes aussi. Puis ça a formé votre réputation. Ça a ouvert des aussi. portes comme ça en a fermé. Ouais, mais peut-être que ça vous a amené aussi dans le panthéon de l'underground québécois. En tout cas, on est assez bien dans le panthéon. Je dirais une chose. Il fait fret, là. Il fait fret dans le panthéon. Ça a amené dans le panthéon. Tabarnak. C'est pas pire. Ouais, ben, panthéon de l'underground, faut pas s'énerver. Je l'aurais jamais eu, mon bungalow, hein? Ouais, j'avoue. Tu n'as un bungalow? Pourquoi tu dis ça? C'est ça que j'ai dit. Ah, OK, j'ai pas compris. J'ai dit je l'aurais jamais eu. Non, je l'aurais jamais eu, mon bungalow. Okay. Je n'avais pas atteint le panthéon de l'underground. Je comprends rien de ton affaire. Excuse-moi. Là. Je comprends rien de toute façon. Hey, les gars, on va passer au cœur du podcast, le segment chanson par chanson, une tonne après l'autre. Yes! C'est le segment qui est au cœur du podcast. Et là, on écoute une trentaine de secondes. Ensuite, vous commentez la tonne. Moi, je me suis préparé quand même. J'ai des questions. J'ai isolé des extraits de paroles. On en parle ou on n'en parle pas. On peut prendre la direction qu'on veut. C'est libre à vous autres. Donc, on y va avec la première piste. C'est Enfant de chienne. Si ça veut partir un jour. Tu pèses avec ton doigt à bonne place. C'est parti. Passe-moi là ma couverte, là, gros. Là, on commande pendant que ça joue. Non, mais on laisse passer l'extrait. On commande après. Eh, où ta pièce de couvert? Le jour se lève sur Ontario, il fait soleil, mais il fait pas beau. Il y a 3 routes
trottoir. Le gros Michel est pas ouvert. Oh, pas de chien! Fils de trou de cul! Toi qui as tout fait! Toi qui as tout bu! Oh, pas de chien! Fils de trou OK. Je pense que là, on commence avec un gros morceau. Moi, c'est une de mes tunes préférées, autant en album qu'à faire en show. Moi, ce que j'ai retenu du texte, c'est 150 squeegee enragés, il n'y a plus un windshield à laver. Cowboy frosté, je te salue. La colle ensoleillant ta vue. Tant qu'il y aura des chars, tu auras du change. Plus c'est pareil, puis moins ça change. Moi, ce que j'ai noté pour ça, c'est que ce texte-là, pour moi, c'est une leçon de rock. Puis la musique aussi, tu sais, cette tune-là, c'est une leçon de rock, c'est une leçon de punk. Cette tune-là, elle sent le chien mouillé puis la misère noire. Puis Alex, curieusement, tu parles dans le texte d'emploi en dessous de la table puis de squeegee comme job stable. Selon toi, la misère, c'est-tu de l'ouvrage? Si la misère, c'est de l'ouvrage, ben oui, c'est sûr. Mais écoute, c'est parce que c'était directement notre univers quotidien. C'est qu'on travaillait à coin Ontario-Papineau. On a vu naître le phénomène des squeegees à l'époque, parce qu'il n'y en avait pas, puis ça avait commencé. Puis il y avait eu des manifestations, puis les squeegees, il y avait des bâtons, plus de bâtons sur les squeegees. Puis c'était tout sur le coin Ontario-Papineau. C'était un des coins névralgiques qui n'avait le plus. Puis Cowboy, la légende... Cowboy, c'est un personnage comme tel. Oui, qui sniffe. Il sniffe plus de colle, mais il est encore vivant. Je l'ai croisé encore la semaine passée. Il est encore là. Ça bouge pas. Ce coin-là ne change à peu près pas. C'est ça qui a une coupe de mort depuis le temps. Mais c'était ça. C'est qu'on travaillait, on posait des enseignes chez Global Néon, puis les squeegees, ils cohabitaient avec nous autres. Puis il y en a qui sont encore là, d'ailleurs, que je connais depuis 30 ans, qui sont encore... sont encore en train de quêter à ce même coin de rue-là. C'était une réalité quotidienne pour nous autres que j'ai essayé d'exprimer de la meilleure façon possible. Mais c'était vraiment notre quotidien. Là. Puis au coin de justement Ontario-Papineau, il y avait un dépanneur qui était tenu par Gros Michel, qui n'existe plus maintenant. Maintenant, je pense que c'est une maison maintenant. Ah, c'est un dépanneur? C'est un dépanneur, le Gros moi, Michel. Moi, je pensais que c'était des paroles. Je pensais que c'était Gros Michel des Fouf. Pas du tout. Le Gros Michel... Ben, tu sais, je comprends parce que c'était pas le premier qui me dit ça. Okay. Mais le Gros Michel, c'était vraiment le dépanneur du coin. Okay. Où est-ce que nous autres, on allait acheter une bière? Parce qu'à 3 heures, on pouvait commencer à prendre une bière à la shop quand on sortait pas faire des fois, on commençait avant. Mais c'est quand on allait chercher une bière, mais c'était une place de robineux. Là, ça fait que là, il y avait pas... C'était pas tout c'était un quartier assez trash. Là. Mais le Gros Michel, avec le temps, on a fait ses enseignes. On le connaissait, ça fait qu'on y parlait. C'est un drôle de bonhomme, d'ailleurs. Mais c'est lui, vraiment, le Gros Michel, c'est un dépanneur. OK. Non, j'étais sûr c'était le propriétaire du dépanneur. Des faufounes électriques. Non, lui, je lui ai jamais parlé. Il était pas sympathique pas en tout. Mais de toute façon, il était même plus là, rendu ces années-là, il était mort. Il devait être mort déjà. OK, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai vu sortir une coupe de punk par les Mohawks, là, un dans un show, je pense, de des Glow Abortion. T'avais juste à pas aller voir des Glow. Écrit en bas des marches. Ah oui, il était très sympathique. Fait que tout ça, fait que ce tune-là, c'est un classique. Moi, c'est vraiment une de mes préférées, comme je disais tantôt. C'est vraiment une de mes préférées à jouer en show. Puis c'est qui l'a composé? C'est Alex ou... Ça, oui. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment... Cette chanson-là, c'est vraiment la première chanson que j'ai vraiment pratiquement toute réarrangée. OK. C'est vraiment la première fois là, que j'avais pris cette tune-là. Puis ce que je trouvais qu'elle ressemblait, je pense, à 7e ciel, si je me rappelle bien. Là, je me rappelle plus trop. Là. Puis j'avais vraiment tout fait une espèce de... peut-être pas reggae, là, mais tout. On avait monté un truc de même, là, j'embarquais ma distorsion. C'était vraiment mon arrangement. C'est mon premier gros arrangement que j'ai fait, c'est Enfant de chien. Puis il y a un petit clin d'œil aux Misfits dedans. Ouais, l'espèce de bip, 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 bip. En effet, ouais, mais c'était vraiment... Tu sais, moi, je sortais de mes années Pantera, là. Ça fait que c'était vraiment plus la guitare... moi, je trouvais jamais qu'il y avait assez de distorsion, pas assez de... Mais en même temps, je tripais sur le country. J'étais comme
Ça a toujours été ça, là. J'ai toujours été un peu compliqué, là. Ça n'a jamais été juste une T'es chose. tellement paradoxal. Mais, Non, mais ça fonctionne bien. Moi, j'ai trouvé ça vraiment agréable de faire l'exercice, de réécouter les tunes comme il le faut, d'écouter les paroles, puis écouter la musique. Mais moi, j'ai ri en tout cas, quand tu réécoutes ça, j'ai dit, tabarnache, on était mongol. Ben là, c'est clair, man, ça paraît, il y a c'est de l'énergie pure et dure. Là, tu sais. Ça, je disais tantôt aborder l'âge, parce que vous étiez des petits culs quand vous avez fait ça. Tu sais, puis, Moi, toi, t'étais moi, jeune, j'étais quand même pas là. majeur au début. Ah Tu sais, ouais. je veux dire, c'est fou, là. Ah ouais. Mais c'est ça, c'est cette énergie brute-là du départ. Tu sais. On va passer maintenant à la prochaine. Là, juste que j'ai mon téléphone. Je vais devenir bon avec le temps. Ça va bien. Là. Ça va bien. Arrête de t'excuser, le gros, là. Ça va bien. Excuse pas, je le fais. La prochaine, 7e ciel. La bise est bonne, hein? C'est moi qui ai joué. Non, mais il y a comme de la texture dedans. Il y a du flanger. Flanger. Eh oui, du bon flanger. C'est après que t'as commencé à en abuser. T'as abusé souvent d'effets. Oui, mon amour, je t'aimerai longtemps. Peut-être aussi longtemps que ma maman. Et tant que notre lune sera pleine, j'irai nous perdre au 7e ciel. Ça coupe un peu raide, mais ça, c'est une chanson qui se retrouvait sur le démo Calvaire d'un cowboy en 95. Ça, c'est vraiment une compo Alexandre de base. Parce que je l'ai pas tellement réarrangé. À part tout. Sans me moquer d'Alex ou n'importe quoi, là, c'est qu'effectivement, quand j'ai écouté, j'ai fait ça, c'est Alex. C'est même vraiment total, Alex. tu sais. Où j'avais rajouté des petites passes de guitare parce que c'était trop flat, là, mais à part ça, c'est vraiment ça tourne à 90%. Ouais, mais non seulement la musique, mais comme chanson d'amour. Tu sais, c'est une chanson d'amour assez épique, là, parce que moi, ce que j'en déduis, tu sais. Oh oui, Puis- c'est pas trop chose que ça, c'est sûr. Puis tu sais, sans être une chanson crooner, comme il n'y en aura pas des petites culottes, et à jamais pour toujours, tes tonnes d'amour sont toujours intenses. Ça, c'est clair. Puis d'où vient le crooner en toi? Je sais pas. Parce que, tu sais, à un moment donné, je me souviens qu'on parlait que t'aimerais ça faire un show, descendre des escaliers avec une cape. À un moment donné, là, on avait discuté de ça. Tu peux faire ton album solo. Là. Fait que j'imagine que t'as un côté crooner certain. Ça soit les Ouais, c'est influences. ça, j'ai un très gros côté crooner. J'ai toujours été crooner. Ah ouais? Ben oui, certain, ça paraît, là. Écoute, c'est parce qu'il y a une tradition de crooner canadien. Puis selon moi, j'en fais partie. Puis ça, tu l'as ou tu l'as pas. Je veux dire, tu nais avec ça. C'est comme moi, je suis pas crooner. Tu sais, on pourrait pas me donner ça comme. Non, Il faut que je travaille mon côté crooner, d'ailleurs. mais j'avoue que de l'autre côté, avoir le titre crooner canadien, là, c'est Ben, écoute, prestigieux. CC. Tu sais, on s'entend, là, tu sais, il y a Michael Bublé. Puis Alex Jones. Puis avant, il y avait Polanka. Il est-tu mort, Polanka? Mais pas dans le cas, c'est un faux Canadien. Là. C'est un vrai Canadien. Ben, il Il vient est né, d'Angleterre. Ben, il est Canadien pareil. C'est dans le Commonwealth, hein? Moi, c'est tout pour le Commonwealth. Il y en a encore un qui chiale ses oreilles de Charles, là. Moi, là, j'aime le Commonwealth. Pourquoi répondre à God ça? save the king. Là, parle-nous de ton côté crooner. Je m'en sens que tu peux Charles. Ben, parle-nous de 7e ciel. Là. On est là Non, non, pour mais ça. c'est une chanson d'amour. Écoute, j'avais écrit ça, c'est assez simpliste, selon moi, quand je le réécoute, là. Tu sais, que mon amour, je t'aimerais aussi longtemps que ma maman, là. Bon, tu sais, on s'entend, là. Tu sais, Mais il faut dire que tu avais 19 ans, 20 ans. ouais, j'étais effectivement très jeune, là, puis écoute, je pense que j'étais avec France dans ce temps-là. Là, tu sais, je pense que c'est la deuxième toune que j'ai composée tout seul après Mouche à marde. Non, Fait parce que- que c'est une tendance. Moi, je t'en parle parce que c'est une tendance, parce que c'est là où je les bases de qui va être WD-40. T'sais. Toi, dans tes tonnes d'amour, c'est toujours épique, c'est toi. C'est souvent super intense. Allez, viens, Ben, je t'emmène à quelque part, puis on y va. Mais c'est sûr à que moi, fond. l'amour a toujours été très important pour moi. Je veux dire, C'est intense dans ça, c'est vrai. Ben oui, mais oui, j'aime beaucoup. J'aime les femmes, j'aime ma femme, j'aime J'aime aimer. J'aime aimer, oui. Bon. Et donc, oui, il y a quelque chose de très passionnel là-dedans. puis J'ai toujours été quelqu'un de très passionné et charnel.
Mais en tout cas, ça paraît puis ça se transmet aussi dans la tradition des tunes de WD-40, c'est C'est pas clair. une chanson qu'on a gardée, par exemple, cette émission. Non. Tu sais, je veux Non. dire, non. En 15 ans, je pense que moi, je l'ai même pas sûr d'avoir joué cette série. Moi, je pense pas. Parce que... C'est une bonne tune, mais... Ben, on peut pas tout... tout écouter. Maintenant, on passe à d'autres choses. Là. Non, parce que des fois, on essaie d'en déterrer une, et finalement, on reste comme avec nos, Ouais, c'est avec ça, nos classiques, tu sais. Il y en a qui sont limite pas déterrés aussi, là, bien sûr. Comme elle, ça fait partie de je trouve. Ah, puis il y en a une couple qu'on n'est pas obligé de déterrer. Ouais, Ça va venir. On va en reparler. OK. On continue avec mais la prochaine, dans le fond. La prochaine, c'est un grand classique. Celle-là est trippante. Je l'aime bien gros quand on l'a fait en show. 1, 2, 3, 4 Là-dessus du change, non j'en ai plus. Si Christ je m'en rappelle plus. En voir ta mère, reste pas dans la vue. Ou voir que je l'ai, que je te vois plus. Puis en pensant, je t'ai sérieux. Promesse qu'elle aime, ça rend niaiseux. Tu me donnes le goût d'être méchant. Parce que moi, mes notes, ce que j'ai pris comme note pour ça, c'est que le texte est bien construit. C'est tellement violent qu'il conduit vers la folie après un épisode d'abandon pour finir dans un chaos musical. C'est un peu ça la structure de la tune puis la structure des paroles aussi. Mon bout préféré, je deviens mongol, je me comprends plus. J'ai rien que le goût de rester couché, dehors il pleut, je suis déprimé. Puis quand j'y pense, dans le fond, c'est donc bon la télévision. J'ai même plus le goût d'être méchant, même plus le goût d'être violent, juste le goût de rester foiré sur le divan, j'ai même plus le goût d'être méchant. T'es dépressif un peu, hein? Mais après, ça décolle, puis là, c'est la montée, le beat accélère, puis ça devient le bordel. C'est tout de la merde, c'est ça que ça veut dire. Non, mais c'est une de mes chansons préférées quand même. Que j'avais composée à l'époque pour quand j'étais dans Raymond Sauvage. Ben, c'est une chanson là, qui est bien ficelée quand même. Tu sais, Ouais. c'est vrai, elle est bien écrite. Puis ce qui est fascinant, là, c'est qu'elle est carrément... je me rends compte maintenant qu'elle est d'une autre époque parce que vraiment, le monde n'écoute plus à la TV. Tu sais. Les jeunes n'écoutent plus à la TV du C'est tout. vrai. Donc, c'est quelque chose qui est devenu comme... c'est vraiment comme un symbole d'une autre époque. C'est ça que je trouve fascinant. Puis moi-même, je parle du monde de 30 ans qui sont trop vieux. C'est pour te dire à quel point j'étais jeune quand je l'ai composé. Tu sais. J'allais t'en parler de Tu ça. sais, c'est assez impressionnant. C'est parce que, je veux dire, à cette époque-là, j'étais parti dans l'Ouest avec une fille qui était plus vieille que moi. Là. Puis, mon Dieu, qui n'arrêtait pas de me dire... Écoute, j'avais 18 ans, elle en avait 28, te dire. Puis, pour me 28 dire ans, qu'à c'est quel quand même point- jeune. Là. à quel point elle connaissait tout dans la vie, puis que moi, je connaissais rien. Puis finalement, elle avait raison, mais elle connaissait pas plus que moi, finalement. Puis, ça avait été... C'était ça, ça me tombait tellement ses nerfs que j'en parle un peu là-dedans d'une façon un peu grivoise et violente. Mais c'est une chanson sur que justement j'étais à bout de tout, puis c'est une façon de dire que t'es à bout de tout, tu veux tout détruire, puis finalement, puis de la merde, J'abandonne. je vais le laisser faire finalement. Mais t'en parles, c'est une toune. Moi, c'est une expression qu'on dit de plus en plus puis qui m'énerve. On dit genre, c'est pas une toune qui passerait aujourd'hui. Parce que c'est une toune qui est vraiment, vraiment trash, vraiment violente quand tu penses à ça. Là. Puis, Ben, ça allait avec l'époque aussi, il faut dire. Là, tu sais. ouais, absolument. Non, non, tu sais, je suis pas là pour, tu sais, on est là pour me remettre en contexte. Là. Mais, Mais non, mais c'est je assez vivais trash. dans un environnement violent à l'époque aussi. Tu sais, j'habitais sur Saint-Laurent, puis en avant de chez Schwartz, là, c'était pas... Il y avait des dealers qui étaient. Tu sais, on se battait à l'occasion. Là. J'écrissais du monde en bas des marches de chez nous. Je tapochais une couple de vendeurs de poudre. Tu sais, on était dans un climat, c'était assez tendu. Là. Tu sais, si on va dire, je vivais dans le centre-ville. On s'entend, on travaillait dans des shops. C'était pas un climat... C'était pas tranquille, disons. Là. Ben, C'est clair j'étais vraiment dans le bain. Ben écoute, ça paraît parce que non seulement sur hors-série, mais Crampe en masse, ça paraît que cet univers-là, c'était votre univers. Là. Ça paraît que c'est pas quelque chose qui est inventé, qui est exagéré. Là. Ben, c'était glauque en masse. Ah oui. Ouais.
Ben, C'est vrai. non. Parce que moi, je trouve qu'il y en a plusieurs tunes qui parlent de ça, de dépression, de rage, tout ça. Mais tu me donnes le goût d'être méchant. C'est une tune qui décrit bien cette ambiance-là. Puis j'ai une question là-dessus pour finir sur donne le goût d'être méchant. Étienne, as-tu encore ta Metal Zone? Mais moi, j'en remettrai encore. Ça me dérange pas en tout. Sauf que là, j'ai changé mes pick-up de guitare, puis ça fit moins, mais moi là, j'ai rien contre Metal Zone. Je trouve que ça faisait un son bien intéressant dans ces années-là, puis je le ferai encore. Puis, mais ça vaut cher. Si j'en ai magasiné ce marketplace. Là. Je voulais me racheter, moi, j'avais le Super Phaser. L'affaire vert, là. Mais, ouais. Mais avant qui cassait tout seul. Qui risque que je m'ennuie de ça? Ça vaut 200 pièces. Mais là, c'est à moi qui parlais, là. Non, mais juste pour dire, c'est quoi de Metal Zone? On parle de Metal Zone. Metal Zone, là, c'est vraiment la pédale des années 90, là, fin 90, qui était vraiment axée sur le son heavy metal. Fait que c'est une pédale que tu branches, c'est un effet de. C'est une pédale que tu branches, distorsion. puis tu avais un equalizer dessus. Ouais. Tu sais, tu pouvais mettre ton C'est son fait comme par tu voulais. boss. Ça. C'est par boss, ouais. Ben ça, là, je te le dis, je me demande comment j'en ai passé parce que mon frère, il sautait tout le temps sur mes pédales, il cassait tout. Ouais. Mais Metal Zone, j'en ai eu plusieurs, là. J'en ai eu sûrement 5-6 faciles. T'as eu deux rats aussi, je pense. J'ai eu 2 rats qui a cassé. J'ai essayé de changer de Il est son pesant. beaucoup avec d'autres albums qu'on parlera, mettons, plus tard, là, mais souvent, je suis revenu à ça. Même, tu sais, j'ai joué avec des Gretsch, j'ai joué avec des Télécasters, puis je reviens toujours avec mon vieux modèle de Strat là, qui est tout refait, qui n'est plus une Strat vraiment maintenant, parce que c'est plus comme une guitare métal. Là. Je veux dire, c'est tout des Hot Rails dessus. Puis, Mais c'est la même que toi qui joues encore avec. oui, j'ai acheté ça en 1993, ça même. Ah ouais, Ça c'est même, une relique, puis là, cette affaire-là. c'est une relique, puis elle est tout scrap. Je m'en sers juste pour WD-40. Oui, ça paraît. Non, mais moi, j'aime bien cette guitare-là. Moi aussi. OK, on va continuer avec la prochaine tune. Ça va jusqu'à maintenant, les gars? Ah oui, ça va bien. Ouais. J'aurais pris 5 degrés de plus. Ah, si. Mais on va continuer avec, je pense, le classique de Je te WD-40. regarde, tu me regardes. Je fume une cigarette. Tu regardes le paysage. Tu te penches, tu te tais. Je te baisse. Je te baisse. Il n'y en aura pas petite culotte. Il n'y en aura pas petite culotte. Il n'y en aura pas petite culotte. Pas petite culotte. Ce soir, ma chérie, ne pleure pas, je t'en supplie. C'est un crooner, Alex. C'est cul, là. Non, écoute, le crooner là-dedans, c'est Jocelyn Cano. Là. Jocelyn Cano que je salue d'ailleurs. Là, mon Dieu, que j'aimerais ça savoir ce qu'il est devenu. Il faudrait le trouver sur Facebook. D'ailleurs, peut-être pas, je dois 100 pièces encore. Mais, C'est sûrement pas Non, le on le seul. retrouvera pas. C'est sûrement pas le Mais- seul, d'ailleurs. mais il était c'est lui qui avait eu l'idée de Oui, parce que tu sais, il n'y en aura pas de petites culottes. Moi, j'aurais pas Moi pensé non plus, à ça j'aurais jamais moi-même. dit ça, là. Tu sais, j'aurais dit, OK. C'est vraiment lui qui est rentré dans le local. Lui, c'est un drummer de jazz. Tu sais, c'était vraiment un phénomène étrange, ce gars-là. Là. C'est le gentleman au cœur sauvage. Il arrivait en tuxedo pour faire ses spectacles. il débordissait tout. C'était quoi qu'il faisait dans la vie? Il était... Mais il a été animateur à un moment donné à Musimax. Après ça, il a été... Il était réalisateur à un Ouais. moment donné. En tout cas, il travaillait était à sur TV. Je vous salue Marie avec Marie Plourde. OK. Il travaillait en c'est un gars dans les télévision. médias. OK. Ouais. Qui est animateur à Musimax. Il a été animateur au début de Musimax. Je ne sais pas s'il est resté. Puis à un moment donné, j'avais entendu parler qu'il voulait se partir il avait commencé à jouer du violoncelle puis il était parti à Las Vegas Ah oui? pour jouer des tunes de De plumes. Non, c'était des classiques de... Voyons comment il s'appelle. C'est celui avec des lunettes. Là. Ah ouais. Oui, le Ah gars ouais. avec des lunettes. Là. Chris, lui. le grand, le Notre-Dame de Paris, le parolier. Là. Mon don! Ouais! Il y a des lunettes, t'as raison. C'est... C'est vrai. En tout cas, Toi aussi, Mais- t'en as. ouais, mais Jocelyn Cano, là, c'était son idée. Il est arrivé dans le local en faisant ce beat-là. Puis on a fait, Chris, c'est une bonne idée. Puis on était parti, puis on avait jamais ça. Puis j'avais sorti ce texte-là de même. Puis je veux dire, je pense que le groupe aurait jamais été ce qu'il est aujourd'hui. là, Là, c'est ça. Effectivement. s'il n'y avait pas eu cette chanson-là. C'est Puis pas nous autres qui l'a fait. c'est ça, c'est que c'était même pas notre idée. J'aurais même pas pensé faire ça. C'est hallucinant, je savais pas ça.
c'est vraiment un pur hasard que Tu sais, c'est fou arrivé parce avec que ça. même ma guitare, là, quand je fais tout, puis là, quand je descendais au troisième accord, il dit non, Jocelyn, non, fais pas ça, je vais te montrer. Tu sais, il l'avait en Il tête. il était bon musicien. Ouais, c'était pas un tarlant. Puis- Mais c'est vous autres qui avez enregistré la tune. Oui, puis parce que dans ce temps-là, on était en train de faire les préliminaires du... Non, Du mais, Polywog. mais attends un peu, là. Je veux juste dire quand même que c'est une tune de WD-40. C'est Alexandre qui a fait le texte, là. Mais Oui, l'idée oui. n'était pas de nous. Non. Mais c'est Jocelyn qui est arrivé avec le titre, la tune. Exactement. Ok. Puis on était justement pendant le concours du Polywog. Puis dans ce temps-là, je me rappelle, il y avait un premier tour, un deuxième tour, un troisième tour, puis il y avait juste un band qui gagnait par soir. Puis nous autres, on s'était inscrits pour le fun. C'était à côté de chez nous, c'était au Petit Campus. Ok. Puis là, notre local était pas loin du Petit Campus. Puis on est arrivé le soir, on venait de faire cette tune-là. On est arrivé, il fallait toujours qu'on dise c'était quoi ce qu'on allait jouer avec les textes. Puis j'avais montré ça. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais on pensait peut-être faire cette tune-là. Puis Martine Prévost a dit « Ah ouais, j'aime ça. » Puis là, on a fait ça ce soir-là. Puis là, ça a été comme un succès incroyable. Ben, c'est hallucinant. Tellement ça. épais. Puis Non, mais c'est fou pareil, ça. C'est la réaction. C'est ma question. Ma prochaine question est là-dessus. Excuse-moi de te couper, mais c'est justement. C'est comme une toune qui était supposée faire un scandale. Je sais pas si ça a fait un scandale. pas Mais en on tout, dirait que ça a fait l'effet contraire. Les femmes en show trippent bien raide. Ça a tu sais. été, C'est hallucinant comme réaction. Là. oui, Le mais plus jeune, c'était plus capoté que maintenant. là, Toutes les filles capotaient sur ce tune-là. Ça a comme été enfin. C'est comme si toutes les filles qui étaient en crise d'être pognées pour sucer le chum, là, que là, enfin, il y avait une toune sur eux autres qui allait se faire manger à plat. Non, mais c'est Là, hallucinant. ça a été comme une révélation. Là, toutes les femmes, c'était comme une émancipation totale. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, Martine Prévost, qui était Je me souviens pas de Martine Prévost là-dedans. non, elle m'a vraiment encouragé à la jouer, puis elle tripait vraiment sur ce tune-là. Mais vraiment. Fait qu'Alex, t'as comblé un besoin. J'ai comblé un besoin, j'ai comblé un grand vide, oui. Puis, moi, au début, je me disais, on peut pas jouer ça, ça n'a pas d'allure, le monde va capoter. Ben non, ça a été le gros hit. Puis là, on a fait le premier tour, le deuxième tour, le troisième tour, on s'est ramassé en finale. Puis là, je dis, voyons, ça se peut pas, tabarnak. C'était pas nous autres les plus têtes, là. mettons Non, que- puis Non, mais tu sais, quand même. Nous autres, on arrivait là, puis on buvait comme des trous, on jouait, on était toutes des. En tout cas. Ça, Je suis tombé dans le drum. on était en Ah bedaine. Je suis tombé dans le drum, je n'étais plus capable de sortir du drum. Man. Ah, c'était Non, mais tu vraiment sais, mon gars. c'est l'esprit du rock, c'est l'esprit du punk pur à quelque Mais part. tu sais, c'est aussi, capoté tu sais. parce que tu sais, dans ces années-là, quand je le faisais, je me trouvais bien hot, mais tu veux dire, tout le monde le fait, puis tout le monde le fait. Tu sais, c'est comme une genre de roue qui tourne. Ouais. Tu sais, ça revient tout le temps, les scandales. C'est la même calice d'affaires là, qui revient. Puis... Ouais, mais vous autres, là, vous avez jamais fait. À ce que je comprends, là, c'est que vous avez jamais rien fait comme les autres. C'est un peu pour ça que tu disais tantôt que Mais tu tu sais, n'es on pas capable vient- de t'entendre avec les médias, pas capable de t'entendre avec les compagnies de disques. Tu sais, il y avait un chemin calice un peu total. Tu sais, surtout au vient de début, vous avez fait l'éducation. vos traces comme ça. Là. Ça vient de notre éducation, je pense. Ah ouais? Ben, si on retourne à Il y en aura pas petit culotte, dans mes notes, j'avais justement j'avais noté que c'était le seul ode au cunnilingus de la musique québécoise, à ma connaissance. Hein. Il y en a peut-être d'autres. là. Puis en show, on le voit, hein, tu sais, les femmes trippent au bout, tu sais. Puis c'est ça, d'après moi, je me demandais si cette tune-là avait fait un scandale. Comme tu dis, il n'y en a pas. Non. Mais ça reste quand même tu sais, un hymne qui était comme. T'as comme comblé un besoin avec ça. Moi, à toutes les fois, tu sais, je me dis que cette tune-là devrait. Elle fait pas l'effet escompté, si on veut, mais l'effet est vraiment hallucinant parce que les filles adorent ça. Puis c'est une tune qui est le fun à jouer. C'est le moment épique du show. Puis. C'est sûr qu'à un moment donné, je suis un peu écœuré de la jouer, mais comme dans tout. là. Non, mais le monde, c'est elle qui. C'est la finale. Ça fait une finale explosive, Ouais. admettons. Tu sais. Puis, je vais parler un peu de ton solo. Le Oui. kit, tu sais. J'ai noté ici, Étienne, tu nous offres un de tes bons solos. On y entend l'influence de John Christ de Danzig. En tout cas, moi, je l'entends. Tu sais. On entend aussi dans ton jeu là-dedans, dans le jeune Jean-Loup. C'est une de tes bases avec l'univers des Misfits. C'était qui, le Jean-Loup, le guitariste de 96? Ben, t'as tout à fait raison. Moi, j'ai toujours été un gros fan de Danzig, de Misfit. Puis c'est vraiment... Moi, c'est Danzig, justement, cette mouture-là, là, Out de God Kill, puis
c'est Lucifuge, là, c'est vraiment mes gros albums que j'écoute plus maintenant, mais qui est cyclique, qui reviennent. Tantôt, je vous parlais justement de Wasp, qui a toujours qui a disparu longtemps, mais qui revenait. Puis dans ces années-là, par exemple, j'avais découvert aussi, depuis une couple d'années, mais Stevie Ray Vaughan, là, qui était vraiment, ou Ray Vaughan, qui était vraiment important pour moi, tu sais, qui était vraiment le guitariste. Je pense que dans ces années-là, j'étais un guitariste de blues. C'est ça que tu me disais tantôt. Je pense que oui. Mais tu sais, John Chris de Danzig, pas mal. C'est John Chris, hein, c'est bien ça? Ben, c'est ça, c'est ce que j'ai trouvé. Je là. pense que oui, là. Je sais qu'il a fait les deux, trois premiers. C'était pas mal ça aussi. Ouais. Oh, C'était ouais. un gars qui avait étudié en musique, en tout cas, puis maintenant, il est à Berkeley, je pense, ou un truc comme ça. Mais je veux dire, dans ces années-là, ça restait... Ben, c'est parce que Danzig, c'est parce que les autres, ils sont démarqués aussi, parce que c'était vraiment le... Je peux pas dire n'importe quel album, là, mais souvent, là, c'était vraiment le mélange du blues, puis du rock, du métal. C'est avec, Lucifuge le plus connu là, dans ce genre-là. Avec I'm the One, I'm the One, exactement. Killer Wolf. Mais c'est vraiment... Mais on trouve ça dans le WD-40 quand même. Je sais pas si les dates fit, là, mais... Ben, moi, c'est sûr que j'ai été influencé. Pour moi, là, c'est The Clash, Stevie Ray Vaughan, Pantera, puis Danzig. OK. Non, mais c'est ça, c'est toi, tu sais, puis ça se retrouve beaucoup... on retrouve beaucoup ces influences-là dans Hors-série puis Crampe en masse aussi. Dans Crampe en masse, je pense que Sombre était la nuit. Ouais. C'est vraiment mon côté plus métal. Là, oui, tout à fait. Danzig, maintenant, j'aime pas ce qu'il fait du tout, là, mais tu sais, son affaire d'Elvis, on dirait que c'est tout le temps mal enregistré, mais... c'est un acte manqué, on en reparlera. Mais je l'ai vu en spectacle, puis regarde, c'est ça. C'est Danzig. Hey, les gars, on va faire une petite pause, puis après ça, on reprend avec Tasse-moi dans le chemin. Cool. D'accord. On est de retour à l'album podcast avec Alex et Étienne de WD-40 pour le spécial 30e anniversaire du band. Cette année ou l'année prochaine? Cette année, hein? C'est là. Il n'y a rien de prévu à part un podcast. Hein? Est-ce qu'on l'a, la gestion, nous autres? C'est bien parti, en tout cas. OK. On a fait... il n'y en aura pas de petite culotte. On va passer maintenant à Tasse-toi donc dans le chemin. C'est parti. L'hiver est bien poigné, les bandes de neige sont bien loadées. Tous mes amis étaient déjà frostés. J'ai coutumé l'hiver, c'est toute l'année. Le parc est déblayé, le dealer il va rentrer. Je sais qu'il n'y a pas grand chose à faire. Il fera jamais ses plats en calvaire. Le grelot dans mon cerveau. Cette année c'est mon seul cadeau. OK, Tasse-nous dans le chemin. Mes notes là-dessus, tout d'abord, ce tune-là se retrouve sur démo Calvaire d'un cowboy. Avec le temps, j'ai toujours trouvé que WD-40 fitait bien avec Noël. Vous avez fait une série de spectacles au Faux-Foun électrique, les Noëls noirs, pendant quelques années, entre autres. Quel est votre rapport avec Noël? Les boulettes aigres douces. C'est le divorce de nos parents, le gros. Oh! Tu me dis ça de même. On pensait pas aller là. Ah, c'est sale. Aïe, aïe, aïe. Vous l'aurez appris au podcast album. Mon rapport avec Noël. Moi, j'ai toujours aimé Noël quand même. Qu'il soit beau, qu'il soit blanc, qu'il soit noir. Noël, c'était incontournable. Tu peux pas passer à côté. Tu as bien beau dire que si tu dis que tu haïs Noël, là, ben déjà là, Noël, c'est quand même important parce que tu sais que ça va être de la merde. Si tu aimes Noël, ben d'habitude, tu peux être déçu, mais c'est quand même important. C'est un passage obligé. C'est ça, c'est un passage obligé. Tout le monde va arriver à Noël en même temps. Il va toujours se passer de quoi. C'est vrai. Il va toujours... ça peut être de la merde, comme ça peut être merveilleux. Moi, j'ai eu des Noëls atroces, comme j'en ai eu des très beaux. C'est ça. Pour moi, c'est un point que tu peux pas passer à côté. Il y a toujours de quoi. Surtout que dans le temps, en plus, nous autres, il fallait qu'on descende au Saguenay. C'était compliqué, c'était une aventure. On manquait de se tuer quasiment à tous les fois avec ma vanne. C'est vrai. À un moment donné, on avait un lézard resté dans la boîte en arrière qui revolait.
ça a toujours été quelque chose. Ben, c'est une belle occasion pour faire des shows Noël. Parce que Aussi. les shows qu'on a fait ensemble dans le temps des fêtes, on a joué avec, quand on a joué avec Mordicus, on a fait 2 soirs à Chicoutimi. Oui, Les oui, 2 oui, soirs oui, étaient oui. complets. Là, récemment, on a joué à Noël dans le parc. Tu sais, c'est comme c'est un bon timing pour jouer. C'est le fun. Puis je trouvais qu'avec WD-40, il y avait toujours un bon rapport avec Noël, surtout dans cette tune-là. Puis, ben, c'est ça. Est-ce quelque chose à ajouter là-dessus? Des grelots dans mon cerveau. Ben, c'est une tune de Pusher qui fait pas le parc, c'est ça? Ouais. Puis des grelots dans mon cerveau, ça, je pense que c'était une idée d'Hugo, ça. Je me rappelle, j'avais écrit cette tune-là, j'étais avec Hugo Potvin puis Pierre-Paul Laberge. Qui est décédé maintenant, d'ailleurs. Ouais. Puis, je sais que c'était parti, cette tune-là. Je pense que c'était vraiment un ramassis d'expressions de plein de monde que j'avais ramassé ensemble pour faire cette tune-là. Je sais pas quoi dire de plus, à part que je me suis inspiré d'un riff Iggy Pop. Probablement, je sais pas. Ben non, parce que c'est une tune de Noël, mais c'est une tune qui a bien de l'humour aussi, tu sais. Dans WD-40, Elle marchait bien, l'humour... cette tune-là. ben oui, elle le fait. Ouais. Dans WD-40, il y a quand même beaucoup d'humour dans les tunes, malgré tout, là. T'as un côté vraiment tu sais, funny aussi, parfois, dans ces tunes-là. Ça, c'est l'histoire d'un pusher qui... tu sais, tout le monde attend après le pusher, il faut qu'il traverse le parc, finalement, il se fait ramasser par la gratte, là, en gros. Fait. Ouais. C'est vrai. Ben- C'est pas une chanson que j'ai grand-chose à dire dessus. Non. Il y en a des mêmes, hein. Le texte dit ce qu'il est, hein. Ça dit ce que ça dit. Mais Ça dit ce que ça a dit. on va en parler de l'humour dans WD-40, parce que moi, il y a une de mes tunes préférées du band qu'on joue jamais, puis qui parle d'humour, qui parle d'humour, qui est une tune humoristique à quelque part, on en reparlera. Donc, c'est ça pour Tasse-toi dans le chemin. Mais elle est vraiment cool, ça. On l'avait pas souvent non plus. Hein. Parce qu'Alex, il s'en rappelle plus. Ça doit être pour ça. Probablement, ouais. OK, on poursuit avec À jamais pour toujours avec toi, mon amour. OK, c'est assez. Tu peux pas entendre ta voix de crooner? Hein? Ben non. Ah ouais, tu vois, C'est ces années-là aussi. Ah ouais, c'est les années. Non, mais... Oui. Ben moi, là, je vois ça un peu différemment. Juste entendre ta voix là-dessus. Hein. Et la route s'étend sous la nuit. Et ma bête se nomme Suzuki. Moi, ce que j'ai noté là-dessus, c'est que puis ça fit avec l'idée de trop de reverb. T'sais. Moi, mon observation, c'est que c'est comme À jamais pour toujours, c'est comme le début d'une série de tunes un peu avec des ambiances un peu cinématographiques. Dans le sens que un peu comme les camions aux frontières d'asphalte. Puis ça devient aussi récurrent dans votre catalogue, dans le fond. C'est qu'il y a certaines tunes où vous créez une ambiance. Puis À jamais pour toujours, on dirait que, surtout le début avec Full Reverb, là, on dirait que ça revient plus tard dans certaines de vos compositions. Puis là, c'est plus... Vous installez, vous plantez un décor, vous installez une ambiance. Puis c'est ça. Puis je veux savoir comment vous construisez ces tunes-là. Ben, tu sais, moi, cette tune-là, je l'aime pas bien, vrai dire. Fait que je sais pas trop. Là, je me rappelle qu'on l'a joué à un moment donné quand on l'a sorti un peu, mais on n'est pas resté longtemps dans nos affaires. Hein? Non. Non. Non, mais parce que, écoute, j'avais composé ça, moi, pour moi, c'était un exercice d'écriture. Non, mais c'est ça, des fois. Tu sais, t'as des Pour tunes moi, je que... trouve que c'était pas une tune majeure. Ah, pas du tout, moi non plus. Là, écoute, c'est une tune... J'étais content parce que j'avais fait un petit bout de dessous. Tu sais, une affaire un peu... Ben, moi, c'est ce que j'ai retenu là-dessus. Moi non plus, c'est pas une de mes tunes préférées, tu sais. Mais le texte est quand même intéressant. Oui, Le non, texte il y est en a, super bon, là. qui l'aimaient quand même, je me souviens. Là, mais c'est correct. Là, Non, mais c'est un de tes bons c'est- textes, je trouve, moi. C'est un de tes bons textes. Tu sais, il y a une grosse différence entre celui-là qui fait la tune et celui qui l'écoute. Tu sais, Ouais. je veux dire, il y a des chansons comme moi j'aime que c'est un petit Tu sais, moi, j'ai retenu pour les paroles parce que je trouve que c'est quand même un de tes bons textes pour l'époque. À jamais pour toujours avec toi, mon amour, sur l'asphalte froid de ton corps coulera, sans un cri, sans un alléluia. Nos corps s'étendent sous la nuit.
Ma bête s'appelait Suzuki. J'ai un muffler à la place du cœur et je suis mort à 200 à l'heure. C'est quand même bon. Tu sais, j'ai un muffler à la place du cœur. C'est quand même bon, là. Ouais, c'est vrai que c'est fort. Ben, je sais pas, moi, je n'aime pas la chanson. Mais le texte est bon, par exemple. Je suis d'accord Oui, avec mais toi. merci. C'est vrai. Mais comme je dis, moi je m'étais comme forcé. Là, puis je trouvais ça très, très, très beau quand je l'ai fait à l'époque. Là, puis... Ben, parce que toi, c'est pas. Évidemment, tu sais, je te connais quand même depuis longtemps, mais avec WD-40, ce que j'ai remarqué, c'est que. Puis j'en discutais avec un ami à l'école. Tu sais, dans WD-40, vous êtes 3 personnalités fortes. Puis les 3, vous avez votre unicité dans la musique, votre façon de jouer, puis votre façon, toi, de composer des paroles, puis ta façon de chanter. Tu sais. Je pense qu'il n'y a personne qui écrit comme toi au Québec, dans tes grandes chansons. Il n'y a personne qui chante vraiment comme toi. Puis il n'y a personne qui joue de la basse comme toi. Ça, c'est sûr. Heureusement. C'est pas vrai, t'as fait des belles tonnes. Checker. Puis, Étienne, toi, t'as un jeu particulier. T'as un range assez large maintenant, tu sais. Puis, il n'y a pas grand monde qui joue comme toi non plus. Tes compositions, tu sais, dans le rock, punk, les structures de tunes, etc., tout ce que t'apportes. Ouais. Julien qui est tout qu'un batteur, tu sais. Julien, moi, quand j'ai remplacé Julien au drum, puis Michel, c'est quelque chose, mais Julien, là... Mais Michel, c'était comme une horloge. Ouais, mais Julien, il a de la personnalité, là. Il n'y a personne qui joue du drum comme lui non plus, là. C'est un personnage, aussi. Julien, c'était plus comme un bambou qui flappe au vent. Ça se peut. C'est beau. Mais en tout cas, bref, oui, tout à fait. Il n'y a personne qui, dans le fond, l'unicité des 3 ensemble, ça fait des albums qui sont devenus des classiques, puis il n'y a personne qui joue ça comme vous autres. Fait que, donc, il y a des tunes qu'on aime moins des fois, mais tu sais, qui restent, comme tu disais tantôt, qui restent dans le cœur de certaines personnes. Ah oui, c'est sûr. Les gars, on a passé à travers hors série. Okay? Tabarnak! Il nous reste, pas fini. C'est pas fini. Il nous reste un segment que j'appelle Rafale. OK. Moi, on commence une couple de questions comme ça, assez rapide. Mais ça peut prendre le temps qu'on veut, dans le fond. On s'en fout, on est en podcast. Le segment Rafale, donc. J'ai fait le top 3 de l'album. Moi, ça commence par Enfant de chienne, les petites culottes, pour vraiment, parce que quand on la joue live, on sait que c'est hallucinant, là, même si on s'écarte de la jouer des fois. Puis, Tant soit donc dans le chemin. C'est mon top 3 de l'album. Moi aussi. Toi aussi? Moi aussi. T'adhères à ça, toi? Oui. Ben, les deux... Jamais tu donnes le goût d'être méchant aussi. Ouais, peut-être plus tu donnes le goût d'être méchant au lieu que Tant soit donc dans le chemin. Ouais, ça c'est peut-être aussi, j'aurais peut-être switché là-dessus. Là. Ouais, puis tu sais, je trouve que la guitare... C'est ton micro, Étienne. Puis à la fin, tu sais, une espèce de... Accélère pour finir en espèce de chaos musical. C'est mieux que un chemin selon moi. Ouais, non mais t'as raison, je pense que réflexion faite de... Bon. Les gars, votre meilleure chanson de l'album en show? C'est Enfant de chienne. Ben, j'hésite entre Enfant de chienne et Tu te donnes le goût d'être méchant. Ça dépend. Dans l'ancien temps, quand on faisait Tu te donnes le goût d'être méchant, c'était assez mongol. C'est ça. Je pense que ça pognait plus qu'Enfant de chienne. Ouais. Enfant de chienne, ça demeure un classique, là, mais on finissait souvent avec Tu me donnes le goût d'être méchant, puis sacrément qu'on arrivait à des moments de grâce. Ben, c'est sûr que finir un show avec ce tune-là... Moi, j'ai déjà vu la lumière. Ah, c'est vrai? Oui. J'étais pas là. T'en es revenu, c'est bon. T'es pas entré dans la lumière? Surtout pas. J'ai fermé les yeux. OK. Maintenant, question. Qu'est-ce qui vieillit bien et qu'est-ce qui vieillit mal dans cet album? Ben, je pense que justement le flanger puis le... Ouais, il y a ça, le son. Ce qui a mal vieilli, pour moi, il y a À jamais tout pour toujours puis 7e ciel, là, qui ont mal vieilli, selon moi. Là. Mais en fait, tu parles des effets que tu avais dans la guitare, mais surtout dans la basse. Mais ça a donné quand même... Non, la basse, c'est correct, c'est la voix qui ne benne trop. Là, ouais, puis, okay. C'est comme compressé au bout. OK. Non, parce que tu as quand même fait beaucoup de recherches, disons, musicales en essayant des effets, puis tu as aussi... Mais c'est plus tard, ça. Ouais, mais ça s'en vient sur Crampe en masse, par exemple. Tu essaies des petites affaires un peu plus électro, si on veut. Là. Oui, t'as raison. Ouais. C'est la recherche.
Étienne, qu'est-ce qui te rend le plus fier de cet album-là? Je le sais pas. C'est dur à dire, de même? C'est dur à dire. Qu'est-ce qui m'a... Ben moi, ce qui me rend le plus fier, c'est qu'on faisait un premier CD. là, je veux C'est dire, ça, j'imagine. Hein? C'était vraiment un premier CD. Puis on était dans un gros studio où Céline Dion avait fait un album avant nous autres. C'est sûr qu'on capotait, là, tu sais, mais à part ça, là, tu sais, c'est sûr que c'est loin dans ma mémoire, mais... Mais c'est vrai que c'est un accomplissement, par exemple. Oui, C'est un c'était des premier gros bébé, là. studios, puis... Toi, Alex? Ben, un peu les mêmes choses. C'est ça, j'étais content d'aller dans ce studio-là. C'est des très bons souvenirs. Puis... Il faudrait fermer la porte. Là. Je suis fier surtout en fan de chienne, je pense. Ouais, hein? Mm. Non, mais c'est bon. OK. Ben, les gars, ça se termine là-dessus. Donc, le prochain épisode va porter sur Crampe en masse. D'accord. À quoi peut-on s'attendre? On crampe en masse. En tout cas, on va être gelé. Je vais essayer d'avoir une deuxième chaufferette. Ah oui, hein, parce que... Je pense que ça serait... On va s'attendre à une deuxième chaufferette. On va essayer de chauffer ça entre les deux parce qu'on fait les deux épisodes en même temps. Pas s'il le voit, mais est-ce qu'on fait de la boucane? On n'est pas loin, par exemple. Je suis convaincu qu'on n'est pas loin. Merci tout le monde d'avoir Merci. été là. On se retrouve au prochain épisode avec Crampe en masse. Merci les gars. Merci à toi. Merci à toi, Hugo. À bientôt.